Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle session d'énergie, votre mensuel de la vitalité. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette 4e session du mois de mars, dans laquelle il va être question toujours du vent des changements, mais aujourd'hui, je vais répondre plus exactement à vos questions, à toutes les questions qui ont été posées. Merci pour ça. Énergie vous permet de déposer les fondations pour une vitalité expansée qui va soutenir votre mission de vie. Ce mois de mars, eh bien, souvenez-vous, donc je l'ai intitulé « Le vent des changements ». Je ne sais pas si pour vous, ça s'est révélé être quelque chose de vécu. Est-ce que vous avez vécu ces changements? Est-ce que vous avez perçu cette énergie du changement? En tout cas, partagez-moi dans les commentaires eh bien, ce que vous avez mis en place depuis notre dernière session, qui était la session Faire ensemble. On a pratiqué donc, des exercices de Qigong, des exercices pour gérer notre colère, évacuer ce dragon de la colère, travailler aussi sur nos peurs pour réaligner, recentrer, tonifier l'énergie des reins qui nous permet de passer à l'action, d'accord? Parce que le vent des changements, c'est bien qu'il y ait des changements, mais il faut que ça nous permette de nous guider vers autre chose. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis la dernière session? Partagez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Ça, c'est important aussi de pouvoir le déposer pour me permettre aussi de vous aider à transformer ces choses qui sont un petit peu difficiles. Et à contrario, qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce que vous avez apprécié par-dessus tout? Qu'est-ce que vous avez mis en place de manière très facile et fluide? Donc, partagez vos réussites de la semaine, des choses dont vous êtes fiers. C'est comme ça qu'on construit et qu'on se construit pas à pas. Donc, je vous laisse me partager eh bien, tous ces éléments dans les commentaires. Alors, merci pour vos partages. On va reprendre un petit peu le fil de nos enseignements. Alors, rappelez-vous, dans la première semaine de ce mois de mars, qui est sur le thème du vent des changements, on avait déposé les 5 piliers vitalité pour soutenir votre mission de vie. Dans l'enseignement numéro 2, il avait été question de comment on cultive la souplesse pour accompagner ce vent des changements et pas créer de résistance qui nous bloque et qui nous crée des désordres internes. La 3e session, c'était la session mise en pratique, d'accord, je viens d'en parler il y a quelques instants, et aujourd'hui, on se retrouve pour notre session questions-réponses. Alors, merci à chacune d'entre vous de m'avoir partagé, en fait, ces questions, et donc, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet et on y répond. La première question, c'est faut-il détoxifier son foie par un jeûne? C'est une excellente question. C'est Anne-Marie qui nous demande ça. En fait, pour désengorger mon foie, est-ce qu'il est nécessaire de faire un jeûne? Alors, ça va me permettre de vous partager le point de vue de la médecine chinoise sur la question du jeûne. Parce que le jeûne, en fait, est peu apprécié par les médecins chinois traditionnels dans la mesure où eh bien, votre énergie elle a besoin d'être reconstituée en permanence et que le jeûne, il va fragiliser l'énergie de votre centre, de l'énergie de votre rate. Et que c'est vraiment cette rate qui est le moteur de la transformation et du transport de votre énergie à travers tout votre corps. Donc le jeûne, il fragilise ce moteur digestif, ce moteur à l'intérieur de votre corps, ce moteur organique en quelque sorte, qui est à l'origine de la production d'énergie. Alors, dans la tradition chinoise, on préfère intégrer les principes de végétarisme à la chinoise, c'est-à-dire de faire une pause complète dans la consommation de certains aliments à des périodes bien spécifiques. Ce sont ces périodes de régénération, ces temps d'intersaison, de transition. Et en fait, nous reviendrons plus en détail le mois prochain, qui sera justement, on sera dans ce juste tempo pour mettre nos organes au repos. Et donc, je vais vous partager ces clés, ces principes de végétarisme à la chinoise pour vous permettre de mettre vos organes au repos et de désengorger le foie, même si c'est ce qu'on a déjà mis en place depuis février, mars, et on va le poursuivre en avril avec toutes les clés que je vous ai partagées. Question numéro 2. Je suis éblouie, je sens une rugosité au niveau de ma vue. Que puis-je faire? C'est Clarisse qui me demande ça. Alors,
parmi les choses que je vous avais déjà partagées, mais ça peut être important d'y revenir, il y a les tisanes de fleurs de chrysanthème. Les fleurs de chrysanthème que l'on trouve, alors je vous ai mis une adresse, qu'on trouve par exemple chez Planeta Verde, qui est un distributeur de plantes chinoises qui se fournit auprès de petits producteurs. Donc c'est quelque chose qui est très sérieux et qui a une notoriété dans le milieu qui est assez avérée. Et en fait, les fleurs de chrysanthème, ça s'appelle Baijiurui. Ça, c'est le nom chinois et je vous ai mis également le nom latin et le site où vous pouvez en trouver. Alors, il faut compter 3,95 € les 20 grammes. Donc, l'idée, c'est de prévoir à peu près 50 grammes pour pouvoir expérimenter, 50 à 100 grammes pour pouvoir avoir un petit peu de matière pour mettre en place, en fait. Et pratiquer pendant, vous savez, une cure, c'est toujours un multiple de 7, donc 21, 28 jours. Toujours faire une pause de 7 jours avant de recommencer. Donc, voilà, ça peut être intéressant, les tisanes de fleurs de chrysanthème. Alors, dans quel cas on va pouvoir les utiliser? C'est très simple, quand on a des sensations de sable sous les paupières, de rugosité, quand on a une sécheresse oculaire ou quand, au contraire, on a un larmoiement, on a les yeux qui pleurent tout le temps. Que ce soit dans un excès ou dans l'autre, en fait, ça traduit un déséquilibre de l'énergie du foie qui ne nourrit pas suffisamment les yeux. Donc, ça va être très, très intéressant d'utiliser cette tisane. On peut l'utiliser aussi, mais c'est valable pour tous, puisqu'on travaille, on est souvent sur écran, donc la fatigue oculaire qui émane du travail sur les écrans peut être très largement en fait compensée et améliorée par ces tisanes de fleurs de chrysanthème. Alors, il faut les prendre sur plusieurs mois, mais vraiment, je vous invite à tester. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Et d'ailleurs, c'est utilisé pendant les périodes de travail intellectuel intense, type révision du bac, révision d'examen, enfin, période de production et de consommation finalement de cette énergie des yeux, du foie. Il y a du stress, il y a de la réflexion, il y a du travail intellectuel, donc ça vient consommer du sang. Et ces fleurs de chrysanthème permettent de venir nourrir ce sang au niveau du foie et d'améliorer la vue, de nourrir en fait davantage les yeux. Donc c'est intéressant aussi en période d'activité soutenue. Troisième question, je suis réveillée entre 1h et 3h du matin régulièrement. Comment l'expliquer? Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que ça vient me dire? Donc c'est Gwenaëlle qui me demande ça. Alors pour la tradition chinoise, il faut savoir qu'il existe des marées énergétiques. Je vous en ai déjà parlé. Les marées énergétiques, ce sont des périodes de 2 heures, des tranches de 2 heures qui ponctuent toute la journée, tout le cycle de 24 heures. Et précisément, la marée énergétique de 23 heures à 1 heure du matin correspond à l'énergie de la vésicule biliaire. Et celle qui suit, donc entre 1 heure et 3 heures, est en relation avec l'énergie du foie. Donc, si vous vous réveillez entre 23 heures et 3 heures du matin, vous êtes dans l'énergie vésicule biliaire foie, qui est celle sur laquelle on est focus sur ce mois de mars et sur cette période du printemps. D'accord? C'est vraiment ces deux énergies-là qu'on vient régénérer, nourrir dans la période, dans le bon tempo des organes. Donc, qu'est-ce qui se passe au juste pendant ce temps-là? Eh bien, en fait, cette période, 23 heures, 3 heures du matin, c'est une période yin, c'est une période de repos, c'est une période de régénération de notre corps. Pendant cette marée énergétique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre sang retourne au niveau du foie pour se faire nettoyer de ces toxines de la journée. On comprend dès lors que si vous avez un repas trop tardif, trop lourd, trop riche, trop gras, trop arrosé, le soir, ça va venir perturber le travail de votre foie. Et en fait, les fonctions du foie qui vont être en pleine digestion, c'est-à-dire que la vésicule biliaire va sécréter de la bile qui va venir aider au travail de digestion, eh bien, vous comprenez bien que votre corps ne peut pas digérer et régénérer le sang en même temps. Donc, ce sont deux activités un peu antinomiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que le travail de digestion, d'activation, de mise en mouvement prend le dessus, parce qu'il faut bien digérer ces aliments, prend le dessus et donc vient perturber cette phase de repos et vous réveille ou vous empêche de dormir. Généralement, c'est plus
sont plus associées, ces perturbations-là sont plus associées à des réveils. C'est-à-dire qu'on peut s'endormir, mais on se réveille perturbé, le foie est perturbé, trop actif en fait dans son travail de soutien au système digestif, et donc il ne peut pas offrir à votre corps le repos nécessaire qui est propice au sommeil et à sa régénération. D'ailleurs, des études scientifiques récentes, la plupart des insomnies s'effectuent dans ces tranches de 23h, 3h du matin. C'est l'heure où est produite aussi la mélatonine, qui est encore appelée hormone du sommeil, et qui vient réguler les rythmes biologiques, surtout la nuit. Alors, il y a des scientifiques de l'université de Grenade et de l'hôpital universitaire de Madrid et du Texas qui ont montré qu'il y avait un lien entre la mélatonine et puis l'accumulation de graisse au niveau du foie. Donc, eux, ils ont administré de la mélatonine pendant 6 semaines à des rats et ils ont observé, en fait, que ça venait réduire l'accumulation de graisse au niveau de foie. Alors, des foies qui ne sont pas alcooliques, d'accord ? Ce sont des gens qui ont un foie qui est gras, mais sous le fait de choses, c'est plus congénital, c'est plus héréditaire que par consommation excessive de foie. Donc, vous voyez bien qu'il y a bien une relation entre le foie, le sommeil, la digestion, voilà. Donc, les insomnies, entre 23h et 3h du matin, sont en relation avec l'énergie de la vésicule biliaire et du foie. Et par rapport à ce que vous pouvez mettre en place, il y a tout ce qu'on a déjà vu sur la goutte de citron, le citron en huile d'olive pour nettoyer les voies biliaires, pour relancer la machine et la mécanique. Autre question, quand on dit qu'il faut éviter les aliments acides, quels sont ces aliments en fait? C'est Catherine qui me demande de repréciser en fait quels sont ces aliments qu'il faut éviter. Alors, à plusieurs périodes de l'année, en effet, il convient d'éviter les aliments acides. Quels sont ces aliments acides? Au niveau de l'alimentation, ce qui rend le corps acide, ce sont les aliments gras, sucrés, l'alcool, les sucreries, les pâtisseries et tout ce qui est produit raffiné. Alors, pourquoi il faut les éviter? Je vais vous expliquer ça par rapport à ce que nous apprend la tradition millénaire chinoise. Les excès, par exemple, de viande, de consommation de charcuterie, de produits laitiers, de produits surgelés, vont conduire à la production de graisse au niveau de votre corps. Les Chinois parlent de tan. Le tan, c'est tout ce qui est mucosité. Au début, ce sont des mucosités qu'on appelle intangibles, qui ne sont pas perceptibles, et puis qui, avec le temps, vont s'agglomérer et vont se transformer en forme. Ce sont les mucosités qu'on peut avoir quand on expectore, d'accord ? Et puis, ces mucosités, elles vont pouvoir se durcir, s'agglomérer encore plus, jusqu'à produire des masses et des tumeurs. Donc, ça peut aussi provoquer des boues, du sable, des calculs au niveau de la vésicule biliaire qui peut être engorgée, d'accord ? Et cet engorgement ne permet pas d'effectuer à la vésicule biliaire les contractions qui sont suffisantes pour faire circuler la bile. Donc la bile va s'agglomérer de liquide, elle va se condenser et jusqu'à former des boues, des cailloux. Donc des cures sont possibles pour venir nettoyer les voies biliaires. Citron, huile d'olive de manière régulière vient préventivement réduire ce risque-là, dissoudre les stagnations de la vésicule biliaire afin d'évacuer ce surplus de stagnation naturellement et de manière tout à fait fluide. Donc voilà quels sont les aliments acides à éviter et puis surtout pourquoi il faut les éviter. C'est toujours important de mettre un pourquoi sur les choses. J'ai eu une autre question sur comment bien choisir son jus de bouleau quand on n'a pas la chance d'avoir un arbre chez soi sur lequel on peut se brancher et extraire directement. C'est Aurélie qui me demande ça. Comment je peux faire pour bien choisir mon jus de bouleau quand je n'ai pas d'arbre à la maison? Alors, c'est une très bonne question et comme tous les aliments, ce que je vais vous dire n'est pas valable que pour le jus de bouleau. Ce qui va être essentiel, c'est de prendre le jus de bouleau de saison, c'est-à-dire que le jus de bouleau que vous allez pouvoir trouver toute l'année, mais ne va pas contenir les mêmes éléments nutritifs que ceux que nous recherchons, nous, ici, d'accord, pour un travail de régénération. Donc, c'est important de consommer de saison, c'est-à-dire en ce moment,
faire une cure de jus de bouleau en hiver n'a pas vraiment de sens puisque la qualité du jus de bouleau que vous allez trouver est complètement artificielle et gardée, conservée très très longtemps, donc elle perd ses éléments nutritifs. Donc c'est important de la consommer de saison, locale, c'est-à-dire que de vérifier que le jus de bouleau que vous allez consommer n'est pas extrait à des milliers de kilomètres. Alors ça fait référence à la notion de tsing, de vitalité. C'est-à-dire que plus un aliment, quel qu'il soit d'ailleurs, est consommé loin de son lieu de production ou de récolte, eh bien, plus il va perdre en principe actif vivant. Principe actif vivant, c'est le tsing, ce que je vous énonçais tout à l'heure. Le tsing, ça s'écrit J-I-N-G et ça se prononce tsing. C'est vraiment l'essence vitale. Donc, vérifiez que le jus de bouleau que vous allez pouvoir acheter, il est produit pas trop loin de chez vous, parce que les temps de transport diminuent le côté, la fraîcheur de l'aliment. Ça, c'est valable pour le jus de bouleau, mais c'est valable pour tous les autres aliments. Et ensuite, troisième point, ce qui va être important, c'est de le consommer frais, c'est-à-dire non pasteurisé. Pour cela, en fait, la pasteurisation va permettre de conserver beaucoup plus longtemps, mais perd également tous les principes actifs. Donc, c'est important de le consommer frais, non pasteurisé. Vous allez pouvoir entreposer donc votre cubi, votre récipient, votre bouteille qui contient le jus de bouleau au réfrigérateur et vous allez pouvoir le consommer pendant 8 jours à peu près. Petite astuce personnelle, je vous partage comment je fais consommer du jus de bouleau à tout le monde dans la famille. Eh bien, c'est très simple. Le matin, je mets l'équivalent de 2 grands verres d'eau, non pas de verre d'eau, 2 grands verres de jus de bouleau dans le pichet familial. Je rajoute un petit peu d'eau et en fait, tout le monde consomme son petit jus de bouleau tranquillement. C'est un petit goût légèrement acidulé qui est très agréable en fait, qui est très léger aussi, très subtil. Donc, voilà mon astuce pour pouvoir consommer le jus de bouleau. Donc, je reprends les 3 points. Prenez-le de saison, c'est-à-dire en ce moment. C'est vraiment la période pour le faire. On va dire qu'en avril, en mai, c'est trop tard en fait. On ne sera plus ni dans l'énergie du foie, ni dans ce mouvement de montée de sève, ni dans ce bon tempo pour faire cette régénération de nos cellules au niveau des minéraux qu'on trouve dans la terre. Donc ça, c'est vraiment important de le faire maintenant et de consommer de saison. Local, pour conserver le tsing, cette essence vitale en fait, ces principes actifs, frais et non pasteurisés. Alors voilà, frais, c'est-à-dire le consommer le plus rapidement possible. Vous avez à peu près 8 à 10 jours pour pouvoir le consommer. Gardez-le au réfrigérateur. Ne le consommez pas froid, glacé, d'accord. Mon principe de pichet permet aussi de remonter en température et de le consommer à température locale. J'espère que ces clés vont vous répondre à la question et vont vous aider. Comptez aussi entre 8 à 10 euros le litre en fonction si vous achetez en 1 litre, 3 litres ou en 5 litres directement. Donc, plus les quantités sont grosses, moins le prix est élevé. Et tout dépend combien vous êtes au niveau de la famille. Autre question, comment intégrer les jeunes pousses et les plantes détox dans mon alimentation? Ça, c'est Laure qui me demande ça. Sachant que la diététique chinoise, la diétothérapie chinoise nous dit qu'il faut éviter le cru. Alors, comment d'un côté on intègre des jeunes pousses, des graines germées par exemple, et comment on fait parce qu'il convient de ne pas les manger crues? C'est une excellente question. Petit rappel, l'alimentation crue, elle nuit au bon fonctionnement du système digestif et notamment de ce qu'on appelle le feu digestif. Vous vous souvenez, la température de votre estomac n'est pas à 37 degrés comme votre corps, mais à 39 degrés. C'est ce qu'on appelle le feu digestif. Dit autrement, pour qu'un aliment vous apporte plus d'énergie qu'il ne vous en coûte, eh bien, il convient de consommer des aliments qui sont à 39 degrés, c'est le minimum syndical pour votre corps, parce que ça va permettre à votre corps d'assimiler ces aliments pour en extraire la quintessence, c'est-à-dire les nutriments. Alors, comment consommer de la salade concrètement? Elle peut être cuite, alors façon wok, c'est-à-dire que vous prenez une poêle, vous chauffez cette poêle, vous mettez, alors là je parle de la salade, mais c'est valable avec tous les aliments crus,
Vous les remuez pendant 2, 5 à 10 secondes en fonction de la dureté. Par exemple, des carottes un petit peu râpées, ça va nécessiter peut-être 10 secondes. De la salade, 5 secondes, c'est suffisant, juste pour pouvoir les remonter en température. Et en fait, elle peut aussi, cette salade, être consommée crue. Ce qui est différent, c'est en fait d'avoir une assiette avec de la salade et que des choses crues, ou d'avoir quelques feuilles de salade qui parsèment, qui accompagnent votre assiette principale. Donc, on peut avoir des petites touches de cru, mais pas une assiette complètement crue. D'accord ? Vous comprenez la nuance ? Un petit pourcentage de cru dans l'assiette, c'est possible, sous condition, sous couvert que vous ne souffrez pas de diarrhée, que vous n'observez pas un transit accéléré quand vous consommez des aliments crus, par exemple. Et ça, le fait d'avoir un transit qui est accéléré après avoir mangé, c'est un signe de faiblesse de votre système digestif. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie, pas assez de chaleur pour pouvoir transformer. Donc, votre corps n'est pas en capacité de transformer. Il évacue directement, parfois même sans transformation. Donc ça, ce sont des diarrhées avec des aliments non digérés, d'accord ? Donc observez aussi vos selles, c'est quelque chose qui est essentiel, d'accord ? Vous pouvez donc ingérer donc une toute petite portion voilà, de cru, hein, 1 ou 2 feuilles de salade, des graines germées. Les graines germées sont de véritables concentrés de vie, donc ce serait vraiment dommage de les cuire longtemps et de perdre ça. Mais rien ne vous empêche de les passer à la poêle 1 ou 2 secondes pour remonter en température, ou alors d'en avoir un tout petit peu sur le rebord de l'assiette pour pouvoir compléter votre bol alimentaire. Autre question, comment consommer les plantes détoxifiantes? Alors, on peut les consommer de 3 manières. Il y en a d'autres, hein, mais je vous en partage 3. Vous pouvez les consommer en tisane. Je pense notamment aux feuilles d'artichaut. Vous vous souvenez, les feuilles d'artichaut sont les feuilles qu'on trouve sur le pied de l'artichaut. Ce ne sont pas les fleurs, les fruits qui vont donner des fleurs violettes que l'on mange en croque-en-sel ou cuit. Ce sont vraiment les grandes feuilles de l'artichaut qu'on trouve sur le plant qui est pousse dans la terre. On peut les trouver donc dans les jardins, on peut les trouver aussi séchés en magasin bio, en vrac. D'accord. Donc ça, c'est un exemple de plante détoxifiante pour le foie qui a la propriété de venir détendre le foie et de venir renforcer le système digestif. Donc ça fait 2 en 1, c'est très intéressant. Je vous invite à tester. Deuxième moyen pour pouvoir en consommer ou en tout cas en extraire les principes actifs, eh bien vous pouvez les ajouter dans l'eau de cuisson. Par exemple, si vous cuisez des pâtes, des légumineuses, des céréales, du riz, eh bien vous allez pouvoir ajouter ces plantes détoxifiantes. Vous pouvez aussi les laisser, ça c'est la troisième alternative que je vous propose et que je pratique très régulièrement, surtout en ce moment. Vous pouvez en fait les laisser mariner dans des bouteilles d'huile d'olive. C'est-à-dire que moi, j'achète plusieurs bouteilles d'huile d'olive et pour extraire les principes actifs des plantes au moment où les pousses sont jeunes, au moment où il y a une floraison, eh bien, je récolte ces plantes et je les mets dans mes bouteilles d'huile que je conserve pendant plusieurs mois dans le noir pour pouvoir en fait laisser mariner ces principes actifs et que ça se mélange à l'huile d'olive. Ce qui fait que dès que je consomme de l'huile d'olive non cuite, hein, donc sur des aliments crus, eh bien mon corps bénéficie de ces extraits de plantes. Et ça vient détoxifier mon corps régulièrement. Et je les intègre très facilement à mon alimentation. Alors ces plantes, bien sûr, au préalable, vous allez les laver, d'accord ? Les sécher dans un linge voilà, en tapotant voilà, pour sécher en quelque sorte les plantes, mais ces plantes ne vont pas être bouillies, d'accord ? On ne les fait pas bouillir dans de l'eau bouillante, sinon on perdrait les principes actifs. On les met directement dans les bouteilles d'huile d'olive, on referme, on met une petite étiquette, on met dans le noir et 2 mois, 3 mois après, voilà, on peut les utiliser. Donc c'est important de le faire en amont pour toujours avoir de l'huile qui contient ces principes actifs. Quelles sont les plantes qu'on peut utiliser? On peut utiliser des plantes jeunes, par exemple les orties, que l'on peut trouver. Alors,
l'idéal, c'est, moi j'en cultive, j'en garde en fait quelques pieds sous le coude que je ne coupe pas pour pouvoir récolter ces orties que je peux utiliser par exemple dans l'eau de cuisson du riz. Ça peut être aussi des algues, donc du kombu, du wakame, des algues nori que vous pouvez mettre directement dans les bouteilles d'huile d'olive, sachant que les algues ont des principes actifs qui vont permettre, notamment, il y a plein d'effets bénéfiques, mais qui vont permettre de recharger l'énergie des reins, ce qui est quelque chose d'important sur ce mois de mars notamment, mais il y a d'autres périodes dans l'année où c'est quelque chose qui est important. Donc, je vous invite à, si ça fait écho pour vous, eh bien, à pratiquer cette marinade de plantes au niveau des huiles d'olive. On peut aussi, en ce moment, récolter de l'ail des ours fraîche et procéder de la même manière, soit en eau de cuisson. L'ail des ours, on peut aussi la faire en pesto, d'accord, à la place du basilic. On peut la mettre aussi dans des bouteilles d'huile d'olive pour récupérer les principes actifs. On peut faire ça aussi avec les jeunes fleurs de bourrache, avec la consoude. Voilà, on a vraiment plein de plantes que l'on peut intégrer au niveau de notre alimentation pour bénéficier des principes actifs. Donc, soit en tisane, soit dans l'eau de cuisson, soit cru, mariné dans des bouteilles d'huile d'olive. Voilà, je vous partage mes petits tips et comment je pratique. Autre question, je suis fan du protocole de digitopression. Y a-t-il, par contre, des contre-indications, des situations dans lesquelles il convient de ne pas pratiquer la digitopression? C'est Magali qui me demande ça. Merci pour cette question. En effet, quelques précautions d'usage s'imposent. Par exemple, on ne va pas pratiquer la digitopression sur des zones blessées, sur des plaies, sur des brûlures, lorsqu'on a la peau qui est abîmée ou lorsque l'on a un traumatisme. D'accord ? On ne va pas stimuler des points dans ces situations-là. Autre situation, autre cas dans lequel on va faire attention, on va éviter par exemple le tapping, ça va être en cas de varices, en cas de problème de circulation sanguine, en cas d'œdème. On va éviter de faire des percussions type tapping pour ne pas venir léser les vaisseaux sanguins qui sont fragilisés. D'accord ? Autre cas, troisième cas, en cas de grossesse, certains points sont interdits. Et je vous le précise systématiquement, d'accord ? C'était le cas récemment où sur ce point ici au niveau de la vésicule biliaire, eh bien, c'est un point qui fait descendre le bébé quand on est en fin de grossesse. Donc, c'est un point qui est interdit pendant toute la grossesse. D'accord ? Mais généralement, voilà, je prends le soin de vous préciser tout ça parce que c'est vraiment très, très important de connaître les contre-indications et notamment ces points interdits pendant la grossesse. Donc, ce point ici, vous vous souvenez, on avait ce mouvement comme ça. Eh bien, ce point est interdit pendant la grossesse à partir du 3e mois. Autre chose, si en pratiquant la digitopression, vous observez une réaction inhabituelle. Qu'est-ce que j'entends par réaction inhabituelle? Par exemple, ça peut être des palpitations, des étourdissements, une douleur intense qui se réveille. Dans ce cas-là, il est important de pouvoir interrompre votre pratique de digitopression et d'aller faire un contrôle, de vous orienter vers votre professionnel de santé, votre médecin référent. Comment je fais pour trouver la bonne profondeur pour stimuler un point? J'en profite pour répondre à cette question qui m'a également été posée. La bonne profondeur pour stimuler un point d'acupuncture avec les doigts, eh bien, consiste à masser le point jusqu'à trouver la zone sensible. Et quand vous entrez en contact avec cette zone sensible, eh bien, vous êtes à la bonne profondeur. D'accord ? Alors, cette bonne profondeur, c'est là où c'est sensible. Ça peut être sensible à une profondeur chez une personne, une autre profondeur chez une autre. En tout cas, une fois que vous connectez avec cette sensation, vous êtes au bon endroit. Alors, attention, comme je venais de vous dire, il ne s'agit pas que ça déclenche des douleurs intenses. C'est une sensation de sensibilité, pas une sensation de douleur intense. Dernière question ou partage, le fait d'avoir conscience que ce mois de mars était en relation avec le vent des changements m'a beaucoup aidée. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, c'est Marie qui me partage ça. Merci Marie pour son partage, parce qu'en effet, l'intention que je pose chaque mois, le titre
dans le titre qui accompagne toutes les sessions du mois, donc ce mois de mars, c'était le vent des changements, eh bien, a pour but de vous rendre le chemin un petit peu plus éclairé sur l'énergie du moment, sur ce qui se produit en fait, ce qui se passe en fait énergétiquement euh, au niveau de notre environnement, et cet environnement en fait a un impact sur nous. Donc l'idée à travers aussi tous ces questionnements que je peux vous soumettre mois après mois, session après session, c'est de vous permettre d'être plus conscient de la qualité de l'énergie à venir sur le mois qui vient. L'idée aussi, c'est de vous permettre de mettre du sens sur ce que vous pouvez vivre ou traverser pour pouvoir transformer une situation et en tirer vos propres enseignements. Ça vous permet en fait de prendre du recul en vous disant « Ah, ben oui, c'est le vent des changements ». Je vous prends un exemple. Sur ce mois de mars, mon agenda n'a jamais été aussi mouvant. Les journées sont fixées et ne sont, sur ces 15 derniers jours, très peu respectées en fait. C'est très mouvant. Tout change. Le rendez-vous de 14h arrive à 19h. Voilà, un rendez-vous est annulé, quelqu'un m'appelle en urgence. Bref, c'est vraiment ce mois des changements. Je ne sais pas si vous l'avez observé aussi, mais le fait d'avoir conscience de ça, c'est de se dire, OK, c'est normal en fait, tout bouge. Ce mois de mars, c'est le mois de l'apogée du printemps, et le mouvement du printemps est associé au vent. D'accord. Donc, c'est tout ce qui bouge pour venir nous tester dans nos résistances, donc ce sur quoi on résiste eh bien, persiste, donc de venir nous titiller aussi dans notre capacité à nous adapter, à nous ouvrir, à prendre du recul, à accueillir finalement en se disant mais c'est peut-être plus juste comme ça, et de mettre du sens sur ce qu'on peut vivre et transformer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Partagez-moi ce que vous aussi, vous avez vécu, ou envoyez-moi un petit messenger ou un petit message pour me dire si vous aussi, vous avez vécu ce mois de mars, ce vent des changements, comment vous l'avez vécu. Et en fait, l'idée, à travers cette intention, ce mot que je pose à chaque mois, c'est aussi de vous permettre d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans vos émotions, dans vos réflexions, et comment tout ça s'orchestre dans vos relations, dans votre quotidien, dans vos réactions, vos interactions en fait. Tout ça pour vous, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important en fait, parce qu'énergie, c'est cette prise de conscience que, mais le véritable trésor de votre vie, il n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est de venir cultiver en fait cette intériorité. Et c'est aussi de vous permettre de vous reconnecter au message que vous envoie votre corps, d'être à l'écoute, pouvoir libérer, ouvrir les portes pour que ce trésor puisse exprimer pleinement son plein potentiel. Et enfin, ce que je voulais vous partager également, c'est qu'à travers énergie, l'idée, c'est de vous donner accès à cette sagesse du Tao, cette sagesse du chemin, où en fait, un petit peu comme un chercheur d'or, eh bien, mois après mois, vous allez intégrer une clé après l'autre. Tout ça pour vous rapprocher de votre essence vitale, personnelle, en fait, de qui vous êtes, et ce sont autant de rendez-vous, de situations, de compréhension, de signes qui vous permettent de vous reconnecter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour plus habiter ce château, en fait, plus allumer toutes les pièces de votre château intérieur, plutôt que d'aller chercher la lumière à l'extérieur. Et donc, l'idée pour moi, c'est de vous partager, en fait, tous ces outils, de vous donner une grille de lecture, donc issue de ma compréhension des méthodes traditionnelles chinoises, pour mettre toutes ces clés au service de votre être. Et ce qui est important pour moi, c'est justement ce retour au centre de votre être qui va venir soutenir votre différence. Et ça va venir réveiller, mois après mois, le génie qui sommeille en vous. Et ça va vous permettre de réaliser ce qu'on appelle dans la terminologie chinoise, ça va vous permettre de venir réaliser votre mandat céleste, votre mission de vie. Voilà, merci en tout cas pour toutes vos questions. Bravo pour vos avancées sur ce mois de mars et sur tout le chemin que vous avez parcouru sur ce deuxième mois de renaissance printanière. Merci aussi pour toutes vos questions, votre confiance et vos différents partages. Donc, j'ai été ravie de vous partager toutes ces clés. Maintenant, à vous de jouer.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour toutes les questions que vous pouvez avoir, les compléments d'information. Je me ferai une joie de vous répondre. Au plaisir de vous retrouver pour démarrer ce troisième mois de votre renaissance printanière. D'ici là, très belle journée à vous et à très bientôt.